Donc aujourd'hui, je vous propose de corriger cette feuille que je vous ai envoyée sur les exponentielles et la désintégration radioactive qui est une application. Voilà. Alors, alors, première question, on vous demande d'aller dans GeoGebra et de tracer la fonction qui a pour équation f de x égale 2x carré plus 5x plus 3. Bon voilà, il suffit de rentrer l'équation de la fonction en bas. Donc f de x égale l'expression algébrique de la fonction. Et GeoGebra la trace. Une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à tracer dans la barre de saisie f' de x, et il nous calcule f' de x. On a l'expression algébrique qui apparaît dans la fenêtre algèbre. Donc voilà, on note l'équation de la fonction dérivée, f' de x égale 4x plus 3. C'est une fonction affine, comme toutes les fonctions dérivées de fonctions du second degré. On doit ensuite représenter la fonction exponentielle base 10, donc 10 exposant x. Donc il suffit de remplacer dans l'expression de f de x 2x carré plus 3x machin par 10 exposant x. Et GeoGebra calcule immédiatement la fonction dérivée. Ici, notre fonction dérivée est un peu curieuse. 10 exposant x, ln de 10. Bon, ln de 10, il faut juste que vous reteniez que c'est un nombre avec plein de virgules. Et donc GeoGebra l'écrit ln de 10. Mais n'empêche, c'est de la même famille. Vous voyez que les deux fonctions sont très proches. Elles se ressemblent énormément. Bon voilà, donc on met que la fonction dérivée, c'est encore une fonction exponentielle, mais multipliée par un nombre qu'on ne connaît pas, qu'on va appeler a. On passe ensuite à la fonction exponentielle de base 2, la fonction suivante. On obtient encore une fonction exponentielle avec en plus ln de 2. Bon, donc c'est toujours le même type de fonction. Donc on passe ensuite à 3 exposant x. Et là, vous voyez que la courbe de la fonction et celle de la fonction dérivée sont très très proches. Ce sont presque les mêmes fonctions. Non seulement ce sont des exponentielles, mais presque les mêmes. Et donc l'idée, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'existerait pas une base de fonctions exponentielles telle que les deux fonctions, la fonction et sa fonction dérivée, soient identiques, au lieu d'être très proches, encore plus proches. Donc on peut créer un curseur à la place de 2 ou de 3, on met un nombre A, et on va faire varier ce curseur jusqu'à ce que les deux courbes soient très très proches l'une de l'autre. Et vous voyez que pour 2,7, on arrive à quelque chose qui se superpose. Donc en zoomant, on s'aperçoit que ce n'est pas parfait, qu'on n'arrive pas à la perfection, on n'arrive pas à avoir quelque chose vraiment de nickel. Voilà, vous voyez, on n'est jamais tout à fait pareil. On est très proche, hein, à 2,72 là. On est très proche. Mais on n'est pas tout à fait parfait. Donc on va chercher encore plus de précision. Donc on va sélectionner notre curseur aussi pour lui demander plus de précision. Donc au lieu de le faire varier entre 0 et 2, on va le faire varier entre 2 et 3. Et on va mettre un incrément de 0,000001. C'est-à-dire, l'incrément, c'est de combien on augmente à chaque fois qu'on bouge un peu le curseur. Voilà, et là donc en bougeant et en zoomant, on peut arriver voilà, à quelque chose de très précis. Voilà. Donc si je zoome énormément, je m'aperçois que je ne suis pas encore tout à fait parfait, donc je vais jouer sur le curseur, etc. Et donc voilà, je vais me rapprocher de plus en plus. Alors évidemment, ce ne sera jamais parfait, parce que si je zoome encore, je verrai que je manque encore de précision. Et donc on va donner une valeur approchée à 5 chiffres. Donc voilà, j'écris mon résultat, 2,71828. Donc ça veut dire que si je prends une exponentielle de base 2,71828, c'est-à-dire 2,71828 exposant x, 2,718 exposant 2, exposant 3, etc., cette fonction-là, sa fonction dérivée, c'est elle-même. Et ça, c'est très important, parce que ça a énormément d'applications dans la vie réelle, en physique, en économie, etc.
on a parfois des fonctions qui doivent être des dérivées d'elles-mêmes. Alors ce 2,71828, ce n'est qu'une valeur approchée. Hein, vous l'avez bien compris, si je continue à zoomer, que je continue à avoir des chiffres encore plus de chiffres après la virgule, j'aurai un nouveau nombre encore plus précis. Mais ça n'a pas de fin. C'est un nombre qui ne finit pas, qui est comme pi, pour lequel vous utilisez souvent 3,14, mais en réalité, on sait très bien que c'est un nombre qui ne finit pas. Donc on le note avec une lettre. Et bien pareil, là, ce nombre-là ne finit pas. Donc on le note également avec une lettre. Cette lettre, ben, c'est la lettre E, puisqu'on est dans les fonctions exponentielles. Donc c'est l'exponentielle de base E, l'exponentielle de base 2,718, 28, etc. Donc on peut écrire sur la calculatrice exponentielle exposant 1 pour voir ce que ça donne. C'est très facile. Sur votre calculatrice, vous avez une touche exponentielle. Et donc, il suffit d'écrire exponentielle 1. On dit exponentielle 1, on ne dit pas exponentielle exposant 1. Et copier le résultat. Voilà. Il n'y a rien de plus simple. Donc, évidemment, on retrouve notre nombre E. Même chose, pour la suite, on me demande exponentielle base 3. Bon, mais j'écris exponentielle base 3 et j'écris le résultat, 20, je ne sais pas combien. Et puis exponentielle moins 1, ce sera la même chose. J'écris exponentielle de moins 1 et j'écris mon résultat. Rien de compliqué. Donc maintenant, on va voir une application qui est la radioactivité naturelle. Donc à gauche, vous avez un schéma qui représente la radioactivité dans un réacteur nucléaire ou dans une bombe atomique qui est provoquée par des neutrons, mais donc il y a un noyau qui explose entre deux autres noyaux. Mais les noyaux d'uranium 235 sont naturellement instables et ils ont tendance à exploser au bout d'un moment. Voilà, donc statistiquement, de temps en temps, il y a un noyau qui explose. Et donc, évidemment, ça crée énormément d'énergie. Hein, quand le noyau explose, les deux parties du noyau sont repoussées violemment, puisque ce sont deux charges positives qui contiennent toutes des protons. Et donc, ça fait chauffer de l'eau, par exemple, dans un réacteur nucléaire qui va faire tourner une turbine électrique et qui va produire de l'électricité. Donc ça, on vous dit qu'un kilo d'uranium, j'arrive pas bien à lire, là, produit 300 000 ou 500 000 mégajoules. Bon voilà, qui est à mettre en relation avec les 49 mégajoules d'un kilogramme de gaz naturel. Donc vous voyez qu'on produit beaucoup plus d'énergie, mais ça vous le saviez déjà avec de l'uranium. Bon voilà pour l'introduction. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de calculer en combien de temps 1 milliard d'atomes d'uranium vont disparaître. Alors disparaître ou combien il en disparaît en combien de temps. Donc 1 milliard d'atomes, ça peut paraître énorme, mais bon, on parle d'atomes, hein, donc c'est tout petit. Et en réalité, ça représente un demi-nanogramme, donc milliardième de gramme d'uranium naturel, dans lequel il y a 0,7% d'uranium 235. Bon, voilà l'introduction passée. Donc calculons, voyons si cette formule qui nous dit 1 milliard fois exponentielle de moins 10 moins 9 t nous donne bien le nombre de noyaux d'uranium qu'on attend au début de l'expérience. Bon, dans l'énoncé, j'ai écrit noyau, mais ça revient au même. Donc on écrit 1 milliard fois exponentielle de moins 10 moins 9 fois 0. Et on trouve bien 1 milliard. Parfait. Donc on écrit, voilà, n de 0 égale 1 milliard fois exponentielle de moins 10 moins 9 fois 0 égale 1 milliard. Très bien. Passons au deuxième exercice, deuxième question. Donc on transforme la formule pour calculer pour fois 1 cette fois-ci. T égale 1. Et on s'aperçoit qu'on a perdu un atome. On est à 999 999 999 atomes. On écrit notre résultat. Puis on calcule le suivant. Donc dans notre calculatrice, on remplace le 1 par 2. Donc au bout de 2 ans. Et on s'aperçoit qu'on trouve 999 999 998 atomes. Donc 2 de moins en 2 ans. Bon, là, on commence à se dire que cette formule est bien compliquée pour trouver qu'on perd un atome par an. On aurait probablement pu inventer une fonction affine pour trouver la même chose. Bon, calculons au bout de 1000 ans. Au bout de 1000 ans, on trouve qu'on perd encore 1000 atomes en 1000 ans. Donc on se dit, décidément, c'est une fonction affine.
Bon, là, à ce niveau-là, on n'a plus envie de calculer pour 1 million. On se dit, bon, ben, on enlève 1 million, ça fera 999 millions d'atomes. Mais bon, allez, quand même, rentrons-le dans la formule. Ah, ben non. Vous voyez, cette fois-ci, on ne perd pas 1 million d'atomes en 1 million d'années. Donc en réalité, ça ne diminue que de 999 500 et pas d'1 million. Donc ce n'est pas une fonction affine, c'est bien une fonction qui est différente, qui est une fonction exponentielle. Donc on écrit notre résultat. 999 500 atomes ou noyaux. Et enfin, on va calculer pour 700 millions d'années. Voir qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce qu'on perd 700 millions d'atomes ou de noyaux? Probablement pas. Donc on trouve 496 millions et des brouettes, c'est-à-dire à peu près 500 millions, à peu près la moitié du nombre d'atomes qui était au départ. Donc c'est pour ça que 700 millions d'années, on appelle ça la demi-vie de l'uranium. C'est-à-dire que quelle que soit la quantité d'uranium, au bout de 700 millions d'années, vous n'en aurez que la moitié. Si vous avez 1 milliard d'atomes, au bout de 700 millions d'années, vous n'aurez plus que 500 millions d'atomes, entre guillemets. Et, et pour en avoir encore la moitié d'ailleurs, pour passer à 250 millions d'atomes, il faudra encore attendre 700 millions d'années. Donc pour passer de 1 milliard à 250 millions, il faudra attendre 2 fois 700 millions d'années. C'est-à-dire 1 milliard 400 millions d'années. Voilà, j'espère que vous aurez tout compris sur la radioactivité, sur les exponentielles. Et n'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt.